Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Alors notre numéro pour le 100e anniversaire, dans quelques jours, le 1er juillet, on y est, le 100e anniversaire de la disparition, il y a 100 ans, le 1er juillet 1925, à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, nous quittait Éric Satie. Alors dans un premier temps, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs, il me les faut, à moi aussi, des bigleuses. Je vais vous lire ceci, des textes que Satie, il aimait bien accompagner à l'époque de ses pièces pour le piano, qu'on appelle ces pièces humoristiques rédigées de petits textes, à l'intention de l'interprète. Et ici, c'était Affolement granitique. Oui, pour une pièce qui s'intitulait Affolement granitique. Je vous donne de quelle œuvre ça, oui, à quelle œuvre ça appartient juste après. Je lis d'abord. Alors, l'horloge du vieux village abandonné va elle aussi frapper un grand coup. Le coup de 13 heures, les mauvais miasmes s'amusent dans l'herbe. Une pluie hantée diluvienne sort des nuages de poussière. Les grands bois ricaneurs se tirent par les branches, tandis que les rues de granit se bousculent mutuellement et ne savent où se mettre pour être encombrants. 13 heures vont sonner, 13 heures vont sonner sous les traits représentatifs de 1 heure de l'après-midi. Hélas, hélas, ce n'est point l'heure légale. Heures séculaires et instantanées, une des pièces dites fantaisistes, humoristiques, qu'on voit comme ça à l'intention du piano d'Éric Satie. Éric Satie, je l'ai découvert, j'ai découvert son existence, je venais tout juste, c'était en l'an 86 du siècle dernier, tout juste d'avoir 14 ans. Hein. Oui, on va faire ce qu'on peut pour notre numéro en dépit du temps lourd, assez lourd. J'espère que le numéro, lui, lourd ne le sera pas trop. Je l'espère. Alors, on fait de son mieux. Je disais, je venais d'avoir 14 ans et pour tout vous avouer, en tant qu'auditeur, le rapport que j'aurais eu jusqu'à aujourd'hui, pour ainsi dire, avec ce compositeur, il aura revêtu l'aspect d'une espèce, oh, je ne dirais pas de course relais, mais de parcours à 100 ans de distance, de parcours parallèle. J'aurais été amené à l'écouter sur une, oui, sur une distance, une durée, un segment dans le temps. Je l'ai découvert en 1986, alors que les premières œuvres composées par Satie, qui plus tard devaient lui valoir une célébrité mondiale pour ses pièces pour le piano, les Gnossiennes, viendraient les gymnopédies aussi, et puis les sarabandes, à l'époque où, en gros, ses premières œuvres connues d'Éric Satie allaient sur leur centenaire. Et dès lors, j'ai commencé à vivre dans mes rapports avec lui, dans ma découverte progressive, graduelle de son œuvre. Ça s'est agencé comme une espèce en tant qu'auditeur, hein, comprenez bien, j'insiste, en tant qu'auditeur, je ne me suis jamais comparé, moins encore identifié à lui, hein, et une espèce de vie parallèle en me posant la question, des fois, de savoir si je pourrais atteindre l'échéance, à présent, en tout cas, dans quelques jours. Si toujours là, dans quelques jours, votre serviteur, nous serons fixés et pour sûr une nouvelle ère dans mes rapports à la musique de ce compositeur, comme une nouvelle ère va débuter dans un environnement, dans un univers où de plus en plus, pour ne rien vous cacher là non plus, chaque jour que les dieux font, j'ai le sentiment qu'il y a comme toute une configuration d'esprit, configuration mentale qui s'est installée, que je n'ai jamais suivie, cherché à suivre et
qui m'échappe complètement et ça ne va pas aller en s'arrangeant et je pense bien que pour ce qui est de ma perception, de Satie, ça va devenir quelque chose me dit que ça va devenir encore plus excitant au regard de ça. Oui, suivez, mon regard du mieux que vous pouvez, je l'espère, encore plus passionnant, encore plus excitant et si ça vous paraît ténébreux ce que je dis là, j'espère que, ça va s'arranger en cours de numéro. Ce parcours parallèle, cette vie parallèle à 100 ans de distance, il y a ça et il faut reconnaître que ne pas m'en vouloir, ne m'en veuillez pas si ça me fait, bizarre, aujourd'hui de le voir entre guillemets «bien vu», assimilé, Éric Satie, alors qu'à l'époque où, je l'ai découvert, c'était franchement pas gagné, pas donné. Il fallait pour ainsi dire s'excuser de parler de lui en société. Si, si, croyez-moi. C'était pas gagné. Il avait déjà une très bonne réputation, il inspirait pas mal de respect au sein de la profession auprès des interprètes, des pianistes même. S'il n'y a jamais eu à proprement parler énormément, de pianistes qui se sont attaqués à Satie, qui jouent Satie, encore aujourd'hui, il ne faut pas croire, ce n'est pas évident, à ce que m'ont rapporté mes amis musiciens et il y en a qui, malgré toutes leurs bonnes intentions, d'après ce que mes camarades musiciens m'ont souvent rapporté, il y en a, malgré leurs bonnes intentions, ils vont trop vite ou l'esprit de cette musique manifestement, pardonnez-moi, quelque part doit leur échapper. Et tout ça pour dire que si dans les années 80 du siècle dernier, l'ermite d'Arcueil, oui, comme on l'a surnommé entre autres à partir d'une époque, suscitait déjà pas mal de respect au sein de la profession, auprès des interprètes, au sein de l'intelligentsia. Alors là, qu'est-ce qu'il pouvait encore susciter comme mépris, hein? Oui, quand je n'exagère pas, quand je vous dis qu'il fallait pour ainsi dire s'excuser de l'aimer, ou de simplement m'en avoir parlé, avoir simplement fait mention, avoir simplement prononcé son patronyme, et si, avec ce que vous pouviez, alors vous mettre sous la dent, hein, songez que Internet, on ne disposait pas encore des possibilités d'accès pour s'informer comme aujourd'hui. On faisait avec, ce qu'on avait, ce qu'on pouvait trouver et pour ce qui était de consulter des historiens de la musique, je me souviens d'un nommé Willermoz qui, dans son histoire de la musique, c'est la seule pendant très longtemps. C'est tout ce qu'on pouvait trouver à la bibliothèque. C'était, oui, ce qu'il pouvait encore avoir comme traînée, comme réputation désastreuse, Satie. Alors, désastreuse, pour ne pas dire sinistre. Pour ce Villermoz, il avait été un gourmet incapable de faire de la cuisine. Dans une histoire de la musique de Lucien Rebatté qu'il faut, je ne suis pas le seul, cette histoire-là, de la musique, elle a trouvé en plus d'un endroit, fort injuste, mais pour sa part, il laissait entendre que Satie, c'était quelqu'un qui ne c'est un nom qui ne serait plus jamais ressorti de l'ombre si Cocteau, à un moment de sa carrière, n'avait pas été faire appel à lui. Il s'était arrangé pour intituler son chapitre pour qu'on ait cette perception-là, de Satie. Bon, si, vous permettez, si vous voulez un constat tout à fait perso, hein, ne pas m'en vouloir aujourd'hui que je vois qu'il est bien vu, assimilé et qu'on peut publier jusqu'à 2 livres sur lui, centenaire ou pas, jusqu'à 2 livres sur lui en l'espace à peine d'un trimestre. Ne pas m'en vouloir si ça me fait bizarre. Ce ce qu'au fil du temps, à force, de lire sur lui, d'investiguer, comme
Oui, en fonction des moyens dont j'ai pu des moyens nouveaux dont nous avons tous pu disposer à partir d'une époque, de mes investigations, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu apprendre. Il y a ce constat tout de même et peut-être bien que sur ce point-là, je rejoindrai d'une certaine manière ce qu'écrivait Rebatté quand il disait que tout compte fait dans l'ensemble, l'homme et l'œuvre satie, il n'était pas nécessairement si drôle que ça, si comique que ça. C'est que, oui, je m'adresse à vous, si vous avez l'intention de partir à sa découverte, j'entends, sur toute son extension, ce qui serait l'idéal, hein, sans vouloir vous y pousser. Absolument, vous faites ce que vous voulez, mais d'une certaine manière, non. Et il a pu être très drôle en pas mal de circonstances, mais en pas mal d'autres circonstances encore. Qu'est-ce qu'il aura pu être, flippant tout de même, hein. Il y a une œuvre aussi, singulière dans cette époque de troisième République française, heu, où elle aura été produite, elle ne pouvait pas ne pas s'ancrer, dans une violence, mais, en situer l'épicentre. Je crois que ça échappe à mes oui, m'arriver avec le plus d'exactitude possible à en situer l'épicentre de cette violence. Je crois que ça m'échappe. Je ne suis pas certain davantage qu'on peut s'en tenir à la vision d'un Satie qui, comme on l'a beaucoup écrit, ce serait à partir d'une époque comme formalisée sur sa non-réussite pour décréter que l'art en serait arrivé au stade, à l'époque du dérisoire, ce qui reviendrait à en faire, pour ainsi dire, un homme du ressentiment. Ça peut-être pas, mais cette violence, elle est bien là et peut-être que vous allez rigoler, mais si je fais allusion à lui, gosse, la 1re fois déjà où, j'avais fait pareil étant petit, hein, on a pour ainsi dire le même prénom, sans avoir le le même génie, les mêmes dispositions, les mêmes talents, les mêmes dons, tout ce que vous voulez, pour sûr, oh que non, mais j'avais fait pareil, hein, et dans le même esprit, hein, quand il avait remplacé le C de son prénom pour faire plus méchant, pour faire viking avec un K. Et il faut dire que lui, Éric Satie, originaire de, oui, ce Normand de Honfleur, aux lointaines ascendances, pour sûr, probablement nordiques, vikings, avec toutefois, en chemin, oui, ce côté viking, allez, on va dire sanguinolent, qui eût été tout de même à partir d'un moment tempéré par ce flegme, par rapport à son ascendance côté, maternel, sa mère, sa grand-mère, tempéré par un côté british, britannique, écossais plutôt, oui, écossais. Pardonnez-moi. D'ailleurs, on dit qu'il aurait été conçu, Satie, il aurait été conçu pendant le voyage de noces de ses parents, il aurait été conçu en Écosse. Ce côté violent, je dois dire, et ces biographes écrivent très volontiers qu'en société, sa façon de se comporter, bien souvent, on le résume à ces 2 adjectifs. Il était à la fois violent et timide. Violent et timide en société, ce qui est assez parlant. Violence et puis, oui, c'est délicat, hein, de s'avancer sur ce terrain, mais plus, si j'ose dire, j'avance dans mes investigations, il y a tout de même ce côté chez lui tout de même fou, dérangé, quelque part, mais ce n'est pas non plus, ça faisait peut-être partie de son personnage. Lui, présentait volontiers, là encore, comme ayant été un des premiers artistes véritablement un des premiers artistes à concept de l'histoire. Peut-être que ça aura fait partie
de son personnage, mais je ne suis pas certain de son personnage, de son concept, et là, je me reporte à quelqu'un qu'on ne peut franchement pas présenter comme ayant été la personnalité, l'individu le plus hostile dans l'ensemble à Erik Satie. C'est, ce bon Georges Auric. Georges Auric, quand il avait l'âge, que moi j'avais, quand j'ai pour ainsi dire, quand il avait 13 ans, l'âge que j'avais perso quand je l'ai découvert Satie, il avait écrit un article, un magnifique article, sur Erik Satie, que Satie avait lu, et ça l'avait tellement touché, ça lui avait, tellement fait plaisir qu'il avait voulu faire la connaissance de Georges, du jeune Georges, et cette rencontre s'est trouvée pour une bonne part à la base de la carrière remarquable de Georges Auric comme compositeur, et pas seulement, il ne faut pas croire, Georges Auric, pas seulement dans le domaine de la musique de film. Et tout ça pour vous dire qu'Auric est dans un sympathique recueil de souvenirs. Il avait vraiment pas du tout, il n'était pas prétentieux pour un sou. Auric, du tout, du tout. On peut lui reprocher des choses, comme à tout un chacun, mais ça, je ne crois pas. Et lui écrivait à un moment, stricto sensu, qu'il était bien obligé de reconnaître. Oui, il écrivait que Satie, il était fou. Oui, il était fou. Et je n'ai pas à statuer, sur cette question, et ce n'est pas se livrer à ce que, j'appelle, oh non, non, hein. Si vous avez l'habitude de me suivre, c'est pas mon style de la psychanalyse derrière estaminet, comme je dis, non. Mais, on ne peut pas s'épargner de retourner du côté de son enfance, hein. On parlait de son enfance normande, on y faisait allusion il y a quelques instants. Je crois, qu'il n'en est jamais sorti. Ça arrive. Il a, perdu en l'espace de très peu de temps, il a perdu sa maman, il a perdu, sa petite sœur, et c'est lui qui aurait retrouvé sur la plage d'Honfleur, c'est lui qui aurait retrouvé le corps de sa grand-mère noyé, et c'est ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je ne fais que poser la question. La clé du mystère Satie, résiderait-elle pour une bonne part, quelque part? Le mystère Satie, est-ce qu'il aurait sa solution quelque part enfouie dans les flots du côté de cette plage, d'Honfleur, hein? Et c'est pas sûr qu'il, se sera extrait de cette enfance. Et je parlais de cet écrivain et éditeur Dominique de Roux dans un de nos numéros précédents. Il a écrit quelque part: Mozart, c'est pour lui, Mozart, pour Dominique de Roux, Mozart, c'était la mort vue par un enfant. Et ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. Votre serviteur se demande si Satie, ce ne serait pas la vie, mettons la vie, vue par un enfant qui serait déjà mort. Oui, j'ai souvent l'impression que ce jour-là où il lui a été donné de faire cette macabre découverte, c'est pas dit qu'il n'aura pas foutu le camp, quelque part lui aussi, hein. Donc ce constat que j'ai été amené à faire sur Erik Satie au fil des années, et si vous souhaitez vous y mettre. Bon, je vais vous montrer mes vieux CD. J'aime ça, vous le savez, je vais vous montrer mes vieux CD audio dont certains ont largement plus d'une trentaine d'années maintenant. Mais si vous estimez, je dis bien si vous estimez, n'être encore absolument nulle part, mais si vraiment c'est votre sentiment, de n'être encore nulle part de chez nulle part, ça pourrait vous faire du bien, histoire de vous faire l'oreille, de commencer avec de petites choses très gentilles, très sympathiques, quelques-unes de ces toutes
toute première pièce pour piano, des valses, oui, valses, ballets, valses, fantaisie, ou alors quelques-unes et il en a écrit pas mal, notamment pour Paulette Darty, au Music Hall, il en a écrit pas mal de chansons. Peut-être pas, si on vous recommande Je te veux, je trouve que ce ne sont pas les meilleurs. On va probablement vous recommander Je te veux et Poudre d'or. Elles ont un côté un peu daté, je trouve. Ce ne sont pas les meilleures et j'ai préféré en épingler une petite, quelques-unes que j'aime beaucoup réécouter, comme sa chanson médiévale, oui, ou Tendrement, La chemise, Les fleurs, trois chansons d'amour. Hein, on les trouve assez facilement sur cette plateforme et si vous pouvez, dans les parties description notamment, si vous pouvez d'une manière ou d'une autre, ce sera encore mieux, vous procurer les paroles, hein, histoire d'avoir un premier aperçu de l'humour Satie, pour sûr. Alors les trois chansons, oui, les trois chansons d'amour et bien entendu la diva de l'Empire et le dîner à l'Élysée, aussi, hein, pour une en guise de mise en bouche. Ce que je n'ai pas dit, par rapport à ce constat que j'ai fait, hein, que je me suis autorisé au fil du temps, peut-être que ça pourrait, contrecarrer, je ne sais pas, contrebalancer, faire un peu d'ombre à ce qu'on a dit. Pour moi, c'est un mythe. Comprenez, le mythe du Satie, de l'artiste absolument solitaire, isolé, misanthrope. Il n'a pour ainsi dire jamais arrêté de collaborer avec des personnalités, tout du moins très, très chouettes, intéressantes, passionnantes, que ce fut Péladan, Paulette Darty, que nous avons déjà cité pour sa période musicale au début, au tout début du siècle dernier. Péladan, Paulette Darty, Jean Cocteau, bien sûr, pour le cinéma, René Clair, les membres du groupe des Six, Picasso, il va sans dire, il n'a pour ainsi dire jamais arrêté de collaborer. Il y a un côté social et j'ai même envie de dire très convivial chez Satie. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas particulièrement sur le Satie communiste du soviet d'Arcueil. Vous savez, l'ermite, le Satie du soviet d'Arcueil-Cachan des dernières années, qui était conseiller municipal, notamment à Arcueil-Cachan. Mais déjà, pour ce qui est de ses productions musicales, ça lui est arrivé de monter des concerts. Lui-même, j'ai trouvé récemment la mention d'un concert monté au gymnase d'Arcueil-Cachan à la fin, à l'automne 1909. C'était produit, organisé par lui au gymnase d'Arcueil et ils auraient fait quelque chose comme 600 entrées payantes pour des œuvres, des chansons de lui. C'était pas mal tout de même, donc ça lui est arrivé, tout seul, comme un grand, de monter des concerts qui ont plutôt bien donné, sans pour autant, il va sans dire encore, oui, il n'a pas atteint pour autant le statut, la position d'un Jules Massenet, non, mais il faut équilibrer un petit peu par rapport au mythe de ce Satie totalement écrasé dans sa solitude, vous voyez, et je ne reviens pas dans le détail sur indépendamment de ses activités musicales, sur ses actions sociales. Il aimait bien monter des excursions à destination des jeunes prolétaires qui n'avaient jamais vu encore la mer. Ça, il aimait bien monter des excursions pour les jeunes, pour leur faire voir. Oui, essayer de vous reporter à ce que ça pouvait bien signifier alors pour l'époque. Et elle m'a bien songé, peut-être pas seulement pour cette époque-là, il y a plus d'un siècle, plus de 100 ans, pas seulement. Peut-être, hélas. Oui, on en reparlera de ce Satie plus engagé socialement, nous allons dire, mais histoire de contrecarrer ce qu'on a dit avant et aussi cette légende absolument solitaire et misanthropique. Alors pour revenir, mes bons vieux CD audio, et on va procéder en trois étapes. Je dis toujours, c'est pas la première fois que je le fais avec vous.
Si vous me suivez depuis un bon moment, c'est déjà arrivé. Je dis que ça correspond dans l'ordre, si on s'y prend, oui, par étapes, graduellement, dans la découverte de l'œuvre. Eh bien, on va dire que ça correspond, aux 3 types de publics, à la répartition des 3 publics classiques, d'Erik Satie. Dans un premier temps, le Satie qu'on dit le Satie aimé du grand public, celui, des pièces pour piano. Même s'il faut tristement peut-être, admettre, que seule une demi-douzaine de ces pièces sont passées à proprement parler, hein, voilà, j'essaie d'être le plus précis possible. Seule une demi-douzaine de ces pièces, pour la plupart composées par lui très jeune, à ses tout débuts, sont réellement passées à une postérité universelle, comprenez des airs que tout le monde, un peu partout sur la planète, que tout le monde, sans savoir que c'est lui, que c'est de lui, que tout le monde pourra prétendre avoir entendu au moins une fois dans le cours de son existence, pas plus d'une douzaine de pièces, ce qui ne revient pas à dire qu'il ne faut pas, certainement pas, qu'il ne faut pas partir à la découverte des autres, du reste. Alors, j'ai découvert Satie pour le piano, avec le toucher d'Aldo Ciccolini, qui a été un des premiers à enregistrer l'intégrale pour le piano d'Eric dans les années 1960 du XXe siècle. Il y aura aussi l'intégrale très très bien, que je ne peux que vous recommander. Je n'ai pas de préférence, celle du regretté, également regretté Renburn de qui nous a quittés en 2020, et ce serait une bonne idée d'aller écouter un des derniers albums qu'il a enregistré, Renberg, en collaboration avec la soprano, la trépidante Barbara Hannigan, bien connue en tant que pédagogue et en tant que grande maîtresse du marketing musical, pour ce qui est de nous faire découvrir et aimer des œuvres a priori pas toujours des plus évidentes à découvrir. Et si Barbara n'y arrive pas, à la place de votre serviteur, je crois qu'on pourra s'autoriser là à parler. Si Barbara n'y arrive pas, si ça ne marche pas avec Barbara, on pourra s'autoriser à parler de causes perdues. Mais bon, Aldo Ciccolini, Renburn je vais vous montrer mon CD EMI, bien sûr, de Ciccolini. Oui, Aldo Ciccolini qui réenregistrera. Il y avait autant du vinyle, il y avait, et oui, je me souviens de ce temps où pour les découvrir, quand, oui, notre argent de poche, nos économies ne nous le permettaient pas encore. Oui, on allait à la médiathèque en ce temps-là, et je louais les albums l'un après l'autre, autant du vinyle. Il y avait 30 centimètres, et ça a été ramené à 5 CD au moment du CD audio, et Aldo Ciccolini fera le choix de réenregistrer une dernière fois l'intégrale Satie dans les années 80-90. Et là, petite précision, il y en a qui préfèrent ça. On a regroupé les pièces dans un ordre davantage chronologique et surtout thématique. Oui, il y en a qui préfèrent cette façon de faire, mais ceci dit, au bout d'un moment, ça peut donner, oui, cette façon de regrouper les pièces, mettons qu'il faut s'accrocher, il faudra avoir un moral plutôt blindé. Le rendu peut s'avérer quelque peu, je ne dirais pas morose, mais assez âpre, au bout d'un moment, cette façon de faire, alors que la manière de procéder sans véritable respect de l'ordre chronologique, dans la plus complète, la plus anarchique variété, hein, la façon de faire de la bonne vieille édition des années 1960. Perso, je préfère, et assurément, dans le cadre d'une découverte de l'œuvre, d'une initiation pour sûr, d'une initiation à Satie. Alors, après les pièces pour piano, il y a l'album Celui-ci,
Michel Plasson, à la tête de l'orchestre du Capitole de Toulouse avec les pièces orchestrales. Les pièces pour orchestre convoquées par moteur de recherche hein, pour avoir une bonne image entre nous, c'est juste pour vous donner un aperçu comme ça. Pour les pochettes, les CD audio, vous avez Parade, vous avez Relâche, d'autres partitions à destination de l'orchestre. Et c'est en général quand on arrive à celui-ci que ça cale. Je, hum, je n'ai pas cherché à faire énormément de prosélytisme autour d'Éric dans ma vie, mais il y en a plus d'un, plus d'une. J'avais réussi à leur faire aimer l'œuvre pour le piano, mais quand on est arrivé au versant orchestral, ça a commencé à caler quelque peu. Alors je ne sais pas, vous savez, il y en a qui avancent l'idée que oui, à quoi est-ce que ce serait dû? Satie, vous êtes probablement au courant, il avait fait le choix de retourner à l'école, à la Schola Cantorum, sous la direction de Vincent d'Indy, ce qui était pour le moins méritoire alors qu'il avait déjà presque 40 ans. Il avait fait la Schola, terminé sur une mention d'Indy, mention très bien. Et c'est après qu'il a commencé à se rendre compte déjà, oui, tout doucement, qu'il a eu comme ça l'intuition que les pièces, ces compositions qui allaient acquérir, oui, ce qui chez lui allait surtout devenir célèbre mondialement, ce seraient des pièces composées par lui à une époque où il était traité d'ignorant et censé ne rien savoir. D'où, à l'origine peut-être du titre de cette célèbre partition de lui, Vexation. Ça, on peut comprendre la vexation qu'il a dû ressentir à un moment et certains ont estimé qu'il n'aurait pas dû aller chez d'Indy et à cause de ça, sa façon de composer était devenue très académique. C'était académisé, c'était, considérablement asséché. Je ne sais pas, je ne me prononce pas, n'étant ni musicien ni musicologue, hein. Je rapporte des idées, des hypothèses alors devenues plus sèches, plus académiques. Il n'est pas interdit de penser qu'il aura opéré une fusion de cet académisme assimilé, de cet académisme entre guillemets, et de sa façon de faire, de ses premières œuvres, de ce qu'il avait produit antérieurement pour le caractère atmosphérique, le très grand dépouillement, et tout ça mis ensemble expliquerait le caractère tout de même assez effrayant, des fois inquiétant du Satie orchestral, mettons, du Satie surtout des 10 dernières années. Là, oui, on arrive à un stade où davantage, vous comprenez, ça passe sous sa casse. Et puis, puisqu'on y va graduellement, le Satie qu'on dit le Satie aimé du grand public, le Satie moins évident déjà à envisager, et puis si vous souhaitez faire partie, on ne dira pas de l'élite, mais on dira des durs de durs, si... Oui, je l'ai aussi, je l'ai retiré aussi. Il faudra attaquer le double album chez EMI encore, groupé avec Socrate, ces partitions. euh, Ils ont intitulé ça les inspirations insolites. Alors, plus insolites, on dira plus insolites encore, d'Éric Satie. Le coffret des inspirations insolites autour de Socrate. Vous avez Mercure, la messe des pauvres, Geneviève de Brabant, la messe des pauvres, j'y reviens dans quelques instants. Est-ce que ça vous dirait que je vous lise 2 livres sont sortis sur lui? On consacrera un second numéro et peut-être tant qu'à faire un troisième avant la fin de 2025 à ce centenaire de la mort de Satie. Je reviendrai sur les 2 livres
sortis sur lui dans le courant de ce dernier trimestre. Je vous ai déjà montré les deux. Aujourd'hui, je vais vous remontrer celui de mon compatriote Patrick Rogiers. Il a intitulé tout simplement son bouquin sorti chez Grasset, Satie. Sous une forme, nous dirons, on se contentera de dire ça, relativement romanesque, hein, bien documenté, pour sûr, mais j'en reparlerai de ce bouquin. Patrick Rogiers qui écrit ceci notamment, hein, histoire d'avoir une petite idée, si vous êtes partant, une idée du style de l'ouvrage de notre auteur. Alors, la vie de Satie, nous sommes au début de la troisième période et nous sommes en 1917. La vie de Satie allait prendre un tour nouveau avec le projet de Parade. Oui, le projet de Parade. L'idée était venue 4 ans plus tôt, lors de la première du Sacre du printemps de Stravinsky. La première du Sacre, l'idée était venue 4 ans plus tôt à Jean Cocteau, le ventriloque des statues, qui n'avait que 26 ans, moitié moins que Satie, qui taillait sa barbichette dans son cabinet de toilette et car lui-même n'en avait pas. À quoi servent sinon les poètes? Cocteau avait en tête les 3 morceaux en forme de poire en s'adressant à Satie pour qu'il compose la musique d'un ballet en un acte, dansé par les ballets russes de Serge de Diaghilev, mis en scène par Léonide Massine, chorégraphe, premier danseur et son amant, le livret étant de lui, le décor et les costumes de Picasso qui avait 35 ans. C'était l'artiste le plus célèbre de l'époque, Picasso. Cubisme et futurisme s'alliaient dans un spectacle audacieux, radicalement moderne, où la musique mariait l'originalité, l'audace et la provocation. Satie était heureux. Satie était heureux et fier comme un Écossais. C'était la première fois de veau, entre guillemets, la première fois de veau, lui, qu'on lui confiait une responsabilité. Il aimait vraiment le sujet qui l'emballait. Oui, je dirais, si je peux me permettre, une responsabilité de cet ordre, de cette envergure. Première fois qu'on lui confiait une responsabilité. Il aimait vraiment le sujet qui l'emballait, comme l'étaient ses parapluies. Et elle avait dit sans embâche à Cocteau: «C'est épatant, mon cher Jean, vraiment, oui, très épatant». Et Picasso, Picasso est épatant, Jean rote. Oui, donc pour vous donner une petite idée du style de la rédaction de ce nouveau bouquin sur Éric, c'est l'œuvre Parade, devait propulser, devait faire exploser la carrière d'Éric Satie et on sait, hélas, le tumulte qui en résulta. Le soir de la première, Cocteau, tabassé à un moment donné oui, au bout d'un moment, il était très excité du sort fait à l'œuvre de ses amis et on raconte qu'il aurait été tabassé par ceux qui, en principe, étaient venus pour remettre de l'ordre dans le bazar, comprenez par les flics. Bon, et Satie, pour sa part, va écoper d'une amende et de 8 jours de prison pour avoir insulté, dans les jours qui suivirent, un critique musical. Et c'est pour dire, faites attention, hein, et ça vaut pour tout ce que je peux vous rapporter. Soyez prudents pour les mentions, pour les sources. Pendant longtemps, on m'a raconté qu'il les avait fait, ces 8 jours, et qu'il avait mis une ambiance monstre, pas possible, dans la prison. Et dans ce livre, on m'apprend que sa peine, oui, ces 8 jours, il ne les aurait pas fait, cette peine ayant été commuée en ce qu'on appelle 5 ans, je crois, de mise à l'épreuve. Oui, 5 ans de mise à l'épreuve. Je vous ai dit comment il s'investissait. Je crois qu'il n'avait rien à prouver sur ce plan-là, hein, pour ce qui était de ses actions sociales. Et durant la guerre 14-18, là, il sera garde civique avec
Oui, vous en faites pas quand il rassemblait les gens pour les conduire aux abris, vous en faites pas, je viens mourir avec vous. Oui, histoire de rassurer les gens en Satie, en garde civique, en 14-18, c'était ça. Mais en 17, l'échec de Parade, qui sera suivi de l'échec de Socrate, nous en avons déjà parlé l'année suivante, en 1918, et il aura du mal, beaucoup de mal, de pardonner. Mmh. Est-ce que ça vous dit que je vous donne maintenant un aperçu, du texte? On l'entend rarement, vous trouverez ça dans le volume de la Pochothèque de Jean Cocteau. On trouve le texte de l'argument de Parade. Ce n'est pas bien long. Certains perfides diront peut-être que Jean, il ne s'était pas cassé le derrière pour ça, mais ce n'était pas le plus important, l'intrigue dans Parade, hein. C'était surtout le rendu sur le plan à la fois musical, chorégraphique et avec Picasso, pictural, bien sûr, mais ça pourrait être rigolo. Alors, Parade, ballet réaliste, écrivait Cocteau avec la collaboration de Picasso, pour les décors et costumes représentés au théâtre du Châtelet en 1917. Nous étions en mai par la compagnie des ballets russes. Bon, là, on se répète un peu. Et si j'ose dire le noyau rationnel du mécontentement suscité dans le public, un spectacle peut-être trop d'avant-garde, trop provoquant, alors que nous étions toujours en pleine guerre. Oui, on était toujours en guerre, même si il avait été parfaitement convenu que la plus large part des recettes irait aux veuves et aux orphelins de guerre. Mais bon, voilà, on sait comment ça s'est passé. Alors, le décor, l'intrigue de Parade, de Cocteau. Le décor représente les maisons à Paris un dimanche, théâtre forain. Trois numéros de music-hall servent de parade. Le prestidigitateur chinois, les acrobates, la petite fille américaine, numéro de danse éblouissant, hein, convoqué sur cette plateforme, demandé parade, le ballet complet avec la chorégraphie de 1917, entièrement reproduit, joué comme en 17. Trois managers organisent la réclame. Ils se communiquent dans leur langage terrible, que la foule prend la parade. Oui, ils se communiquent dans un langage qui est tel que la foule prend la parade pour le spectacle intérieur. Oui, il y a confusion. La foule prend la parade pour le spectacle intérieur, le spectacle lui-même, et les gens cherchent grossièrement à le lui faire comprendre. Personne n'entre. Après le dernier numéro de la parade, les managers exténués s'écroulent les uns sur les autres, dont il y a là-dedans une histoire de public qui n'est pas content, et songez au type de mise en abîme qui aura été alors généré. Le chinois, les acrobates sur scène et dans la salle. Les chinois, l'ambiance, pardon. Les chinois, les acrobates et la petite fille sortent du théâtre vide, voyant l'effort suprême et la chute des managers, ils essaient d'expliquer à leur tour que le spectacle se donne à l'intérieur. Nota bene, la direction se réserve le droit d'intervenir. L'ordre des numéros de la parade, la chorégraphie de parade a été faite techniquement par Massine, d'après les directives de l'auteur, les gestes de la vie étant pour la première fois amplifiés. Et oui, important à préciser ça, pour bien comprendre. L'intention ici, pour la danse, les gestes de la vie étant pour la première fois amplifiés et magnifiés jusqu'à la danse. Et vous aurez remarqué que Cocteau n'a pas inclus dans son texte le passage du cheval. Ce sont des danseurs habillés en cheval, mais il y a le passage du cheval sur la scène qui vient montrer son cul à un moment donné au public, oui. J'ai toujours pensé que la bonne dame qui s'est exclamée dans la salle
Le très célèbre «Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants». J'ai toujours eu, les meilleures raisons de penser tout de même que c'était à ce moment-là, au moment du cul du cheval, mais j'ai toujours partant, j'ai toujours aussi trouvé ça génial. Voilà, le texte de Cocteau de parade dans le volume de la Pochothèque. Je mets les références des bouquins comme pour les CD dans la partie description. Avant de prendre congé, c'est que ce que vous avez vu en CD audio, c'est pas mal déjà, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas l'intégrale, hein, et je continue après année, année après année à faire des découvertes, satistes avec le plus grand enthousiasme. Il y a quelques jours encore, je connaissais déjà cette œuvre, La Messe des pauvres, la dernière grande œuvre d'inspiration, entre guillemets, mystique et catholique, comme vous voulez, d'Éric de 1895, pour orgue et orchestre à la base, et qui eût pu très bien servir, une idée parmi d'autres, à un moment comme soundtrack à un très très bon film, une super production de science-fiction. Oui, oui, pour orgue et orchestre à la base, et j'ai découvert du compositeur américain David Diamond, et ça a été enregistré il y a peu par l'Orchestre Philharmonique de Seattle, sous la direction de Gérard Schwartz. J'ai beaucoup aimé cette, pour la première fois, une transposition orchestrale uniquement de la messe des pauvres, et vous pourrez trouver sans trop d'effort aussi une version pour orgue seul, ça existe. Et oui, de David Diamond, la messe des pauvres, ce sera indiqué aussi en dessous. Et pour retomber sur Socrate, la semaine dernière, nous avions, pour ainsi dire, terminé sur en évoquant la mort de Socrate, vue entre autres par Éric Satie, dans son Socrate de 18. Et il ne m'avait pas encore été donné de l'écouter, la version 2 piano de John Cage. Et comme j'ai fait aussi l'acquisition il y a pas si longtemps que ça, de l'épaisse biographie de John dans la collection des grands compositeurs, chez Fayard, un livre de Madame de Formel, Anne de Formel. Je suis allé voir en quelle année il avait fait ça, John, manifestement en 1900, oui, pour ne pas vous dire de bêtises, en 1944, oui, tout à fait, 1944, création de l'arrangement pour piano, solo pour deux pianos de Socrate d'Eric Satie. Et c'était une danse de Merce Cunningham, et c'était au Women's Club Women, oui, on approche de la fin. Au Club des femmes, si vous préférez, voilà, ce sera mieux au Club des femmes de Richemont, hein. Elles avaient bon goût, beaucoup de curiosité sur le plan artistique, ces femmes américaines-là. On les salue au passage. Vive les femmes américaines du Women's Club de Richmond de 1944, qui, pour sûr, avaient dû faire un meilleur accueil à la musique de Satie que, hélas, ses chers compatriotes, une vingtaine d'années plus tôt, oui, oui, 25 ans, 25 ans plus tôt, j'ai essayé de trouver en quelle année John Cage, qui aura le plus contribué à propager Satie dans le Nouveau Monde, en quelle année il s'est pris, lui, de passion. Il a découvert l'œuvre de Satie, mais ce n'est pas donné dans le bouquin. En tout cas, ce n'est pas la seule transcription, c'est pas la seule fois où il en parlera, pour sûr. C'est que j'ai trouvé ça aussi, et oui, pour ce qui est de parler, de consacrer des écrits, John Cage, d'écrire sur Satie. Il avait écrit notamment ceci, en 1913. Éric Satie place du papier entre les cordes du piano afin d'obtenir une sonorité plus mécanique, dans Le piège de Méduse. À partir de 1923, Henry Cowell propose, merveilleux compositeur, hein, découvrez-le aussi, en Henry Cowell,
propose le terme de string piano, piano à cordes, pour décrire l'emploi de techniques inédites consistant à manipuler directement les cordes à l'intérieur du piano, une technique qui va beaucoup impressionner et que va beaucoup développer par la suite John Cage. Cage qui disait de Satie, Satie, la question n'est pas de savoir s'il aura été pertinent ou non, il est là. Pour revenir à dire quelque chose, il est là, c'est impossible de faire sans. Il est là, il est tout simplement là, et je l'ai dit, ni musicien ni musicologue, votre serviteur, il ne m'appartient pas de savoir si vraiment l'évolution de la musique au siècle dernier eût été différente si on ne l'avait pas eu lui, Eric Satie, j'en sais rien. Si vous me permettez, il est difficile de prétendre que ça ne lui sera jamais arrivé de l'avoir la grosse tête. Des fois, oui, tout de même. Quelque peu prétentieux à l'adresse de la mémoire de Debussy, à une époque où Debussy était déjà très malade, très mal. Là, il n'avait pas été sympa du tout, du tout. Mais oui, ça lui est arrivé, mais heureusement sans abuser, je ne suis pas certain. Au final, il n'aura jamais revendiqué de devenir le compositeur le plus grand, le meilleur compositeur de la planète, mais oui, peut-être bien, comme l'a dit Cage, que ce sera difficile si on s'intéresse à l'histoire de la musique et à l'évolution de l'art musical au siècle dernier, que ce sera difficile de faire sans lui. Il me sera difficile de trancher sur cette question. Et encore une question qui risque, à mon avis, une de plus, de demeurer sans réponse. Est-ce que ce que je viens de faire en guise de numéro, le jeune gars de 13 14 ans qui venait de se prendre de passion pour Satie, de le découvrir, est-ce qu'il eût été fier de ce que votre connard de 53 ans, dans quelques jours, vient de vous proposer? J'en suis pas sûr que oui, que le jeune homme que j'étais, il aurait été tellement fier de ce que je viens de faire. Bon, voilà, dans l'absolu, je vous remercie, de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans un peu moins d'une petite semaine pour un prochain, funeste fret. Non, pardonnez-moi, mais je non, on va dire que c'est une question. S'il eût été fier de moi ou pas, le jeune gars, je n'en sais absolument rien. Bon, laissons ça sur le côté. Dans moins d'une petite semaine, comme d'hab, et on va se quitter. Vous avez entendu un texte de Satie en ouverture, et je vais vous lire une petite poésie toute simple pour se quitter. Aucune prétention à clôturer sur une formule savante, absolument aucune. Une petite poésie de Contamine de la Tour. Si vous avez déjà lu sur Satie, ça vous dira certainement quelque chose. Oui, Patrice Contamine de la Tour a été un des premiers amis d'Éric Satie. À ses tout débuts, un de ses premiers. Il a souvent écrit les textes de ses chansons par la suite lui-même, Éric, mais ici, Patrice avait été un de ses tout premiers, un de ses premiers paroliers, un de ses tout premiers grands amis à l'époque de ses débuts. Et on ne sait pas trop ce qu'est devenu Patrice par la suite. Il serait décédé quelques semaines avant Satie, en 1925, mais il y a des contradictions dans les infos, dans les dates. On dit 25 par-ci, on dit 26 par-là, peu importe. Est-ce qu'il avait continué à écrire, de même que Satie avait continué à composer jusqu'au bout, pour ainsi dire jusqu'au bout? Est-ce que Patrice avait continué la poésie? On n'en sait rien. Si vous êtes en mesure de m'éclairer, allez-y. J'en serais ravi, enchanté. Et ce sont les paroles de la chanson Sylvie. Oui, la chanson Sylvie de Satie. Je voulais terminer là-dessus. Un petit texte tout simple, tout tendre. Et merci encore.
Éric, pour tout, à 100 ans de distance. Et oui, ça va être rudement passionnant entre nous et j'espère pour celles et ceux aussi qui vont se joindre à nous. Si j'ai réussi à en attirer quelques-uns qui vont se joindre à nous dans les temps à venir pour cette ère nouvelle de rapport avec ta musique. Et je ne sais pas si tu nous aurais demandé de nous exclamer une fois de plus, je ne sais pas s'il faut dire ça une fois de plus, de grand cœur, de tout cœur, vive les amateurs, je ne sais pas. Hein, mais alors, le petit texte tout simple, tout tendre, notre petit poème, Sylvie. Elle est si belle, ma Sylvie, que les anges en sont jaloux. Elle est si belle, ma Sylvie, que les anges en sont jaloux. L'amour, sur sa lèvre ravie, laissa son baiser le plus doux. Ses yeux sont de grandes étoiles, sa bouche est faite de rubis. Son âme est un zénith sans voile, et son cœur est mon paradis. Ses cheveux sont noirs comme l'ombre, sa voix plus douce que le miel. Sa tristesse est une pénombre et son sourire un arc-en-ciel. Merci à vous.